Bonjour Néus, bonjour à toute la classe. Je me présente, je m'appelle Konrad Schreiber et je suis agronome des sols vivants et je travaille sur le développement de l'agroécologie. Avec Néus et puis vous tous, les élèves, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans le travail que je mène, mais aujourd'hui, on va travailler principalement sur comment aider à faire pleuvoir et quelles sont les bonnes pratiques pour restaurer le cycle de la pluie. Alors, tous, vous savez que nous sommes en pleine crise climatique. C'est le réchauffement qui prévaut et la chaleur du soleil est en train de s'emprisonner dans une couche qu'on ne voit pas très bien, hein, qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs, mais qui sont les gaz à effet de serre et qui vont commencer à emprisonner la chaleur exactement comme sur ce schéma. C'est-à-dire que plus on va mettre du gaz, du CO2, du méthane, des protoxydes d'azote dans l'atmosphère, et plus en fait on va garder la chaleur du soleil qui va finalement s'emprisonner dans cette couche de gaz à effet de serre. Et donc, si c'est une véritable problématique du réchauffement, on verra que pour les agriculteurs, ce croquis général, cette approche générale, elle est fausse parce que les agriculteurs travaillent avec quelque chose de très particulier qui s'appelle une plante qui fait cruellement défaut sur ce schéma. C'est-à-dire que ici, ce schéma, quand vous allez mettre des plantes, il va s'avérer inexact. Et donc, on va cheminer avec ça pendant le temps que la présentation va se dérouler. Alors, premier travail, on va essayer de comprendre ce qui arrive un petit peu dans notre société. Dans notre société, on dit que les vaches qui ruminent, c'est une catastrophe parce que ça participe à augmenter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et quand on enquête, ici, vous avez des liens, alors ils sont en français, mais vous trouverez probablement les mêmes en espagnol. Quand on enquête sur la rumination des vaches et le méthane, on se rend compte que non seulement le méthane, il va réchauffer pendant 12 ans, puis ensuite il va se transformer en CO2 pendant 100 ans, et le méthane, quand il rencontre de l'oxygène dans l'atmosphère, ben en fait, au bout de 12 ans, il va se transformer dans une formule chimique qui est un formaldéhyde plus de l'eau. Et petit à petit, le méthane va se transformer. Méthane plus oxygène. On va vous mettre un petit peu l'équation en très raccourci, hein. Ça vous donne du gaz carbonique, du CO2 plus de l'eau. Et donc, à un moment donné, le méthane que rumine une vache, ça fait pleuvoir, hein. Ça fait pousser l'herbe parce que les plantes, les fourrages, la prairie va récupérer le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2 de ce schéma, et à côté, on aura de l'eau. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, on va être obligé de regarder la nature différemment que tout ce qui est industrie sur la planète. Et c'est deux choses que l'on doit séparer dans l'approche technique. Et nous, élèves et agriculteurs ou futurs techniciens des projets et des programmes de formation, on doit vraiment séparer les deux réflexions. D'un côté, on a la nature et les animaux et les hommes et les agriculteurs, et de l'autre côté, on a une civilisation industrielle. Alors, on va commencer par s'intéresser à la civilisation industrielle, c'est-à-dire que aujourd'hui, on nous parle de gaz à effet de serre, qu'il faut baisser les émissions, hein. Et en fait, on nous parle surtout d'un cycle de vie, c'est-à-dire que on va partir des matières premières, qu'on va sortir de la mine, on va fabriquer des choses avec, on va les transporter, on va les distribuer dans un supermarché ou ailleurs, on va les utiliser à la maison, ils vont arriver dans une poubelle et avec ça, on retourne dans un cycle de matières premières. Voilà ce qu'est le cycle de vie d'un produit. Par contre, quand vous êtes avec l'industrie, eh ben, ce cycle, il n'existe jamais, hein.
Le cycle de vie n'est pas un vrai cycle, c'est une vision intellectuelle qui est fausse pour la société industrielle, pour la ville, pour tous ceux qui utilisent des voitures, etc. Et on va se rendre compte que la vraie projection, c'est plutôt celle-là, c'est-à-dire que dans la société dans laquelle on évolue, on est dans une linéarité des émissions de gaz à effet de serre qui fait qu'il n'y a pas de cycle de vie d'un produit, hein. C'est une succession d'étapes qui finalement polluent à chaque niveau. C'est-à-dire, je vais extraire des matières premières et je vais avoir des gaz à effet de serre. Déjà, je pollue. Ensuite, je vais fabriquer des produits avec ce qui sort de la mine, c'est du pétrole, de l'acier, du charbon et plein d'autres choses. Aujourd'hui, du lithium et des matériaux rares pour les batteries. Donc, je vais fabriquer, ça pollue. Je transporte, ça pollue encore. Je distribue, ça pollue toujours. J'utilise mes produits à la maison, je pollue encore. Et à la fin, ça va dans une poubelle où finalement, je pollue encore parce que pas grand-chose ne va se retrouver recyclé. Et donc, dans le monde classique de la société, vous êtes obligé de diminuer les gaz à effet de serre pour finalement résister au réchauffement climatique. Et donc, tout le monde doit baisser hein, les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il faut vraiment le comprendre que la société, elle est dans une linéarité qui ne recycle quasiment rien et que ce modèle de l'industrie, aujourd'hui, il est appliqué à l'agriculture, mais il est faux pour l'agriculture. Donc ça, c'était une espèce de, comment dire, d'introduction, d'entame, parce que nous, on va se mettre dans le cycle de l'agriculture, à proprement parler. Et l'agriculture, elle, elle va démarrer avec quelque chose qui est un tout petit peu bizarre, qui est la photosynthèse. Et donc, toutes les plantes ont des feuilles qui captent des photons du soleil et qui vont fabriquer du glucose, qui est la molécule de base qu'on a entourée ici, en 6 atomes de carbone, 12 d'hydrogène et 6 d'oxygène. Et en fait, pour fabriquer le glucose, qui est le sucre de base, eh bien, la plante, elle va prendre 6 molécules de CO2 dans l'atmosphère. Donc, dès que la plante pousse, elle va dépolluer et on va se rendre compte qu'elle va rentrer dans un très beau cycle où la pollution n'existe peut-être pas tant que ça. Et donc, pour faire du glucose, il faut aussi qu'elle récupère 12 molécules d'eau dans le sol, hein. Et du coup, elle va prendre de l'eau pour faire, et en fait, il lui faut 12 hydrogènes qu'elle prend dans de l'eau. Donc, elle prend 6 molécules d'eau, elle fabrique les 12 hydrogènes du sucre, elle prend les 6 carbones du CO2, elle fait les 6 carbones du sucre, et elle a 6 fois 2, 12 oxygène ici, elle en a beaucoup trop, et elle en a encore dans l'eau. Donc, en fait, on voit qu'elle va garder 6 oxygènes pour le glucose et elle va rejeter 6 oxygènes dans l'atmosphère et 6 molécules d'eau. Et donc, nous, on a commencé à regarder un petit peu tout ce que va fabriquer la plante. Et si elle fabrique de la matière organique, c'est-à-dire une brique de base qui est du glucose, qui ne pose aucun problème puisque ça peut être réutilisé, si elle fabrique de l'eau quelque part, elle va rejeter de l'eau par évapotranspiration. Eh bien, on sait que le glucose et l'eau ne posent jamais de problème. Et ce qui pourrait poser le plus de problèmes à la plante, c'est son oxygène. Hein, parce que l'oxygène, finalement, ça va être une espèce de déchet de la plante. Alors, on ne va pas trop s'occuper de l'oxygène, mais quand même, on va essayer de comprendre ce qui se passe au cours du cycle de photosynthèse. Et en fait, on se rend compte que la photosynthèse, elle va commencer à faire du climat réellement, parce qu'elle va envoyer de l'eau dans l'atmosphère. C'est sous forme d'évapotranspiration, c'est de la vapeur d'eau, hein. Et finalement, elle va produire du froid tout au long de la photosynthèse. Et on sait ici, en fait, cette équation, elle nous vient ici de Zimmer et Wegener en 1996. On sait que, en fait, pour produire 1000 kilos de bois avec un arbre, par exemple, eh bien, il faut que cet arbre, il récupère 1851 kilos de CO2 dans l'atmosphère
il va pomper 1082 kilos d'eau dans le sol, et avec ça, il va construire 1 tonne de bois. Il va rejeter 1392 kilos d'oxygène dans l'atmosphère, avec lequel il va aussi émettre 541 kilos d'eau par évapotranspiration. C'est de la vapeur d'eau qui revient dans l'atmosphère. Donc, on se rend compte que la plante, au fur et à mesure qu'elle utilise l'eau, elle va la détruire, elle va fabriquer de la matière organique, et une partie de l'eau qu'elle utilise pour son métabolisme, eh bien, elle va le rejeter dans l'atmosphère, et donc elle va produire du froid par évapotranspiration. En fait, on retrouve de l'eau ici, dans l'équation de la photosynthèse. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, cette eau, on peut la récupérer, hein. Elle va notamment être récupérable sous forme de pluie. Et donc, on va s'intéresser à l'équation de la photosynthèse, et il y a une équation inverse qui s'appelle la respiration. Donc, la photosynthèse, on la connaît, hein, ça va faire finalement de l'évapotranspiration et du froid. Je vous ai remis l'équation ici en haut, hein, et donc ça, c'est les 6 H2O, 6 molécules d'eau qui reviennent dans l'atmosphère, eh bien, c'est l'évapotranspiration. Et finalement, quand une feuille morte va tomber par terre et qu'elle contient beaucoup de glucose polycondensé, alors ça va vous faire la brique de base, le glucose, et puis vous allez accrocher tout et n'importe quoi dessus. Vous allez pouvoir faire des protéines, mais vous allez pouvoir faire de l'hémicellulose, vous allez faire de la cellulose et de la lignine. Il faut voir que c'est comme un mur de briques, et plus vous mettez de briques dans le mur, eh bien, plus vous faites du bois et de la lignine avec cette molécule de base qui va être le glucose. Et quand ça revient au sol, eh bien, ça va être décomposé. Et l'activité biologique du sol, elle va favoriser la fertilité du sol, mais elle va recycler continuellement la matière organique du sol. Et on se rend compte que l'activité biologique du sol, elle va manger les feuilles, tout simplement. Et pour récupérer les sucres et de l'énergie, en fait, elle va respirer. Et on se rend compte que la respiration de l'activité biologique, c'est exactement l'inverse de la photosynthèse. Et donc, qu'est-ce que c'est que la respiration? Eh ben, si je mange du glucose, je m'appelle une bactérie ou un champignon ou une vache, par exemple, je vais manger une molécule de glucose, donc C6H12O6. Je vais respirer de l'oxygène, il m'en faut 6 molécules d'oxygène. Et avec ça, je vais émettre en fait, dans le système. Je vais remettre de la vapeur d'eau parce que quand je mange et que je respire et que je recrache mon air qui est des poumons, eh bien, il va suivre de la vapeur d'eau. Il va y avoir 6 molécules d'eau qui reviennent dans l'équation de la respiration. Je vais remettre 6 molécules de CO2 et je vais remettre de l'énergie, c'est-à-dire je vais avoir de l'énergie type ATP de disponible pour mon propre métabolisme. Et donc, ça, c'est assez particulier, et il faut comprendre que, en fait, quand vous faites de la photosynthèse et que les plantes vont se trouver mangées par de l'activité biologique, on va équilibrer complètement notre cycle de l'eau, mais aussi notre cycle d'oxygène et notre cycle de CO2. Et en fait, dans la nature, on constate que l'eau se recycle en permanence. En fait, la plante, elle va utiliser 12 molécules d'eau depuis ses racines. Elle va en garder pour faire du glucose et elle va en remettre sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère pour se rafraîchir, pour faire l'évapotranspiration potentielle. Et puis, quand les bactéries du sol, les champignons, les êtres vivants, la vache, vous et moi, nous les élèves, eh bien, on mange de la matière organique produite par les plantes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir on va oxyder le glucose avec de l'oxygène et on va remettre 6 molécules sous forme de vapeur d'eau plus 6 CO2. Et on voit bien que l'équation est complètement équilibrée. On a 6 CO2 ici qu'on réutilise pour faire pousser des plantes. On a 12 molécules d'eau utilisées dans l'équation de la photosynthèse, dont on remet 6 par vapeur d'eau, plus 6 par vapeur d'eau par la respiration
de l'activité biologique du sol. On va avoir 6 oxygènes qui vont être utilisés, bien, on les a ici, qui sont remis dans l'atmosphère. Donc tout ce qu'on remet dans l'atmosphère, on le reprend pour équilibrer le système. Et à un moment donné, on va avoir de l'énergie disponible sous forme d'ATP ici, en fait, et cette énergie, en fait, ça nous vient de la lumière et notamment par le phosphore. Donc, on se rend compte que l'équation de la photosynthèse, elle produit du froid et que le retour de la matière organique au sol produit de l'eau, tout simplement. Et donc, quelque chose ne va pas dans notre système de compréhension de l'eau parce que jamais on ne prend en compte l'équation totale de la photosynthèse qui est, OK, les plantes, elles poussent, mais elles se font manger. Et ce que l'on sait dans la consommation de matière organique par la biologie du sol, c'est qu'à chaque fois que vous allez détruire une tonne de matière organique, alors c'est de la branche, c'est des pailles, c'est des feuilles mortes, c'est des racines mortes, etc. Eh bien, en fait, on va restituer au sol 600 litres d'eau sous une forme biologique parce que c'est la vapeur d'eau que respirent et que recrachent les êtres vivants par la respiration. Donc, c'est de la vapeur d'eau, c'est de l'eau qui va être intimement liée à la fabrication de la matière organique et de l'humus. Et c'est pour ça que notre sol, il doit avoir un bilan positif sur la fabrication d'humus. Plus le sol va être riche en humus fabriqué en permanence par la dégradation de la matière organique, plus le sol sera humide. Et c'est la première façon de récupérer de l'eau. Alors, ça, c'est très, très surprenant parce que on n'y croit pas une minute à cette histoire d'équation de la photosynthèse en lien avec la respiration. Et quand on va se promener dans les champs des agriculteurs ou dans les principes de l'agriculture conventionnelle issue de la Révolution verte, on va se rendre compte qu'il y a quasi tous les paysans de la planète auxquels on a appris à garder des sols nus, alors qu'il faudrait avoir des sols couverts de végétaux qui se dégradent et qui permettent de restituer l'eau pour équilibrer nos équations. Donc ça, c'est très, très compliqué à appréhender parce que ce n'est pas enseigné. Donc vous avez de la chance, vous êtes sans doute les premiers élèves qui vont bénéficier de cet enseignement. Autre débat sur les sols, quand on va les laisser nus, c'est qu'en permanence, ils vont se dégrader. Et donc, en 2015, les scientifiques nous ont produit une équation où ils nous montrent que la lumière du soleil, c'est-à-dire les rayons ultraviolets en présence du fer qu'il y a dans le sol, avec de l'oxygène, ben, c'est un hyperoxydant qui va finalement détruire la matière organique du sol, qui va s'évaporer du sol sous forme de CO2 et de protoxyde d'azote. Et en fait, dès que vous allez laisser un sol nu en plein soleil, irrémédiablement, vous allez le transformer en désert, tout simplement. Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible en Espagne, mais ce n'est plus possible en France, ce n'est plus possible nulle part sur la planète, puisqu'avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud, hein, et le soleil va être de plus en plus agressif. Donc on voit bien que si on couvrait les sols, eh bien, on récupérerait de l'eau, de la biologie et de l'humus et du stockage de l'eau. Et quand on va laisser ce sol nu en plein soleil, eh bien, il va se transformer en tas de sable. Et donc, le réchauffement climatique, il est peut-être pas tout à fait aussi simple à gérer qu'avec des gaz à effet de serre. On va être obligé, nous, agriculteurs, futurs agriculteurs, techniciens, on va être obligé de gérer la présence des végétaux. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, du coup, l'idée, c'était de mettre du végétal partout. Alors, on n'a pas attendu 2020 pour le faire, hein, croyez-moi, hein. Ici, vous avez une image du grand plateau de l'Eus en Chine. Donc ça, c'est les années 80. Ça a été désertifié par une agriculture qui fait de la culture principale, qui exporte tout, qui détruit tout, qui coupe les arbres, qui se chauffe au bois, etc. Et ils ont commencé la végétalisation de ce plateau de l'Eus dans les années 80. Et bien, 40 ans plus tard, c'est une forêt
On peut y faire de l'agriculture, tout pousse à nouveau. Ils ont finalement arrêté la destruction des sols, il n'y a plus d'érosion, il n'y a plus de la désertification, ils ont fait de l'agroécologie et on voit que en fait, ils vont avoir plus d'évaporation localement parce qu'en fait, les plantes vont évaporer plus d'eau, mais comme on remet de la matière organique au sol, on va récupérer beaucoup d'eau. Quand il pleut, ça s'infiltre et on gagne tous les ans 2, 3 millimètres d'eau en surface et il pleut de plus en plus. Et en fait, ils nous montrent, ces gens-là, que plus vous mettez du végétal, plus vous allez avoir de la pluie. Et que la sécheresse, le climat qui change, ce n'est pas un problème de réchauffement climatique, c'est un problème de manque de végétaux et de végétaux mal gérés. Et puis maintenant, vous êtes en Catalogne, vous regardez autour de vous. J'ai de la plante, j'ai pas de plante, hein. Et dès que vous voyez qu'il manque une plante sur le sol, eh bien, vous savez déjà qu'il y a une erreur agronomique majeure qui va vous conduire à la désertification. Alors, pour en avoir le cœur net, on fait comment dire, des photographies à l'infrarouge. Et finalement, plus il fait chaud, plus c'est rouge, et plus il fait froid, plus c'est bleu, hein, tout simplement. Et on se rend compte qu'ici, on a un vulgaire pissenlit, hein, c'est voilà, une plante dont on pourrait rire tellement elle nous paraît ridicule. Eh bien, si je photographie cette plaque en béton ici, en fait, c'est du goudron réellement. Il y a du sol nu, il y a de l'herbe, il y a un pissenlit. Eh bien, on retrouve parfaitement ici la forme du pissenlit, qui est une plante très, très froide, hein, puisque en fait, on va être sur du 14 degrés C. Et alors que le rouge ici à côté, on va être plutôt à 20 degrés. Et donc, entre le rouge et le bleu, il y a déjà 6 degrés d'écart à la baisse. Et en ville, dès qu'on met des arbres, c'est pareil, c'est-à-dire où c'est rouge, etc., on est à 32 degrés quasiment, hein, rouge, jaune. Et puis, partout où il y a du végétal, parce qu'il y a un parc avec des arbres, eh bien, il va faire 15 degrés. Et donc, la végétalisation en ville, elle vous baisse la température de 30 degrés. Alors maintenant, on peut y aller, dire, tiens, la plante, elle fait du froid. Ben, pourquoi elle fait du froid? Eh bien, parce que, elle a des mécanismes pour produire du froid. Alors, vous pouvez le vérifier tous les jours dans un champ agricole. Vous prenez un thermomètre qui affiche la température, vous faites, allez hop, vous le plantez dans le sol et puis vous regardez. Tiens, à ce moment-là, il y avait 36 degrés ce jour-là sur un sol nu qui a été travaillé. Je vais un petit peu plus loin où il y a de la paille, c'est sur une bordure, mais en plein soleil. Ben, le sol sous la paille, il fait 26 degrés, donc j'ai perdu 10 degrés grâce à la paille. Et si je vais à l'ombre d'un arbre, je descends avec de la paille au sol à 21 degrés. Et on voit bien que la plante, elle va avoir des mécanismes pour refroidir. Donc comment elle va s'y prendre? Elle va très haut dans le ciel, elle capte le soleil. Du coup, elle va commencer à faire de la photosynthèse, elle va récupérer du CO2 qui va tomber par terre sous forme de brindilles, mais qui va finalement se biodégrader. Elle va fabriquer de l'ombre. Elle va commencer pour faire de la matière organique parce qu'elle fait de la photosynthèse. Elle va faire de l'évapotranspiration. Elle va remettre de l'eau dans le système sous forme de vapeur d'eau. On sait qu'elle va commencer à gérer le cycle de l'eau, c'est-à-dire elle pompe de l'eau, elle l'évapore, mais elle va baisser la température par le phénomène ombre et évapotranspiration. Du coup, dans son équation entre finalement la photosynthèse et le retour de la matière organique au sol, on sait qu'elle contrôle l'oxygène, qu'elle recycle le CO2 qui est rare, elle va fabriquer de l'humus qui est de la terre fertile, elle va protéger le sol en même temps. Quand elle va protéger le sol et fabriquer de l'humus, elle va récupérer l'eau qui est dans la biomasse, c'est-à-dire les 6 molécules d'eau qui vont être transpirées, ils vont rentrer dans l'humus. Et finalement, elle va pouvoir gérer et produire toute la biodiversité dans ce sol en bon état qui ne doit jamais être travaillé ni mis à nu.
Et donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème pour l'agriculture. On se rend compte que il va falloir copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Alors, si on continue avec l'eau, on se rend compte que l'eau, c'est pas tout simplement de la vapeur d'eau. Il faut que la vapeur d'eau se condense quand elle va être émise par les végétaux. Et quand la vapeur d'eau peut se condenser grâce aux plantes, eh bien, en fait, toute la biodiversité peut en vivre très facilement. Ici, vous avez une goutte de rosée qui abreuve des fourmis. Hein, c'est beaucoup d'eau pour une fourmi. Et donc, pour faire de la condensation de l'eau, il faut sortir des champs qui sont tous au garde à vous. C'est un petit peu comme l'armée, c'est-à-dire tout le monde est au garde à vous. Et il faut donner de l'irrégularité aux plantes, c'est-à-dire il faut des plantes hautes, des creux, des dépressions des plantes basses. Parce que quand vous faites des plantes hautes et des plantes basses, en fait, vous allez faire des tourbillons d'air qui vont finalement envoyer de l'air plein de vapeur d'eau au contact des plantes. Et comme il fait beaucoup plus froid ici en bas que ici en haut, bien en fait, vous allez condenser de l'eau. Et donc, c'est de cette façon-là que la plante, en fait, elle va récupérer l'eau de l'évapotranspiration et par le retour de la matière organique au sol. Alors, on se rend compte que quand on a planté tous les sapins en même temps, ben, ils ont tous la même taille, donc là, c'est très peu humide. Et si vous avez ici un bosquet très irrégulier, ben, dans tous les bas-fonds du bosquet, qui est un bosquet de feuillus, qui fait plus d'évapotranspiration, vous allez faire du froid, donc de la brume, donc de la condensation de l'eau. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il est interdit d'avoir toutes les plantes au même rythme dans le même champ. Il faut des plantes hautes et des plantes basses, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mélanger des plantes, tout simplement. Autre débat qui est très important pour l'agriculture, c'est que les plantes, en fait, elles vont faire de l'évaporation de l'eau, mais elles vont recycler de l'eau en faisant une dépression dans les creux. Et donc, finalement, elles vont faire pleuvoir parce que 1 litre d'eau, ça prend un volume de 1 litre, hein. Si je prends ici, eh ben, il m'en faut 7 verres ici pour avoir finalement 1 litre d'eau. Eh ben, ça fait un certain volume de produit d'eau liquide. Si j'évapore mon eau, 1 litre d'eau va se transformer en 1 mètre cube de vapeur d'eau. Et en faisant du froid, cette vapeur d'eau se condense à nouveau sur 1 litre et donc elle fait du vide, donc elle fait une dépression qui amène de la pluie. Et en fait, les plantes, elles ont imaginé un système où en permanence, elles recyclent de l'eau, tout simplement. Hein. Donc c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes par évapotranspiration, condensation des pressions et la matière organique qui revient au sol qui fait que elle va être décomposée, la respiration par l'activité biologique qui va vous humidifier le sol encore en plus. Et ce qui fait que de proche en proche, c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes sans exception. Et si vous enlevez les plantes, vous perdez le cycle de l'eau. Donc ça, c'est fondamental, c'est absolument pas enseigné, c'est absolument pas compris. Et il faut que sur ces projets de végétalisation des sols, eh bien, ce cycle de l'eau soit vraiment compris parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas très grave s'il pleut. Hein. Voilà. Alors on peut continuer, et puis mais je pense que les autres intervenants, notamment Laurent Denise, va en parler un peu, donc je vais passer très vite. Mais ce qu'il faut comprendre d'un arbre feuillu, en automne, il perd ses feuilles, donc il remet de la matière organique au sol, qui par respiration et consommation par l'activité biologique va produire de l'humus et stocker de l'eau dans le sol. Il pleut par-dessus. En hiver, il n'y a rien, c'est au repos, c'est calme. Au printemps, je mets beaucoup de feuilles. Et en été, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles. Donc, qu'est-ce qui se passe en plein été? Ben, en fait, je vais climatiser en plein été, je vais faire de l'évapotranspiration et je vais faire de la fraîcheur. On voit que pour une culture d'été, alors ça pourrait être du maïs, du sorgho, de l'amarante, tout un tas de plantes qui poussent en plein été.
éventuellement du tournesol, mais c'est pas assez performant. Il faudrait mélanger le tournesol avec du sorgho ou du maïs, par exemple, pour avoir de l'irrégularité et puis pour avoir une meilleure capacité à couvrir les sols. On se rend compte que les cultures de printemps, eh ben, à l'automne, on les récolte, il n'y a plus rien. En hiver, en règle générale, on ne met pas grand-chose. Au printemps, elles poussent. Et pareil, si on prend du maïs, en plein été, il va être capable de faire de l'évapotranspiration, de couvrir le sol et donc de refroidir. Et si vous avez des céréales, par exemple du blé, de l'orge ou des choses comme ça, eh bien, vous semez en automne, vous avez un petit peu de couverture, c'est tout rikiki, c'est pas très eau efficace, mais il fait pas très chaud, c'est pas très grave. En hiver, ça va pousser un peu. Au printemps, ça va pousser beaucoup et on va arriver à la maturité. Et en plein été, vous avez récolté, vous n'avez plus rien. Vous avez enlevé la paille que vous avez vendue pour des éleveurs, par exemple. Et du coup, votre sol, il va être tout nu en plein soleil, il va chauffer énormément, ça va être une canicule, et vous allez être dans votre schéma qu'on avait au début, c'est-à-dire vous allez retrouver finalement le schéma avec lequel on a démarré. Je vais le remettre. Voilà. En fait, on va retrouver quelque chose comme ça. Le sol nu, il va accumuler beaucoup, beaucoup de chaleur et cette chaleur va s'emprisonner dans les gaz à effet de serre qui ont été produits par ailleurs avec la société. Et on voit que dès que vous allez enlever du végétal, vous allez amplifier la catastrophe de nos villes et de nos campagnes. Donc, je vais reprendre un petit peu là où j'étais, hein, mais globalement, on voit bien qu'il y a un gros problème de compréhension de tout ça. Alors, on a presque fini ce premier chapitre. Donc, quel est le bon modèle pour l'agriculture? Eh bien, on le voit sur ce schéma-là, qui est en fait le fonctionnement de la nature depuis 500 millions d'années. Je vais produire de la biomasse, je vais capter du CO2 rare dans l'air. Il y en a plus que, enfin, il y en a que 0,042%. Hein, voilà. Et alors, ça monte avec les gaz à effet de serre. On dit que c'est une catastrophe, mais pour les plantes, ça ne l'est absolument pas. Elles adorent beaucoup de CO2. Donc, je vais pouvoir produire de la biomasse à condition qu'elle puisse récupérer de l'eau dans le sol. La plante, elle doit trouver de l'eau pour démarrer. Et donc, cette biomasse végétale, ben, elle organise avec la photosynthèse le CO2 atmosphérique et l'eau du sol pour faire des sucres et de l'oxygène, qui va être son déchet. Et puis vont arriver tout de suite des mangeurs de plantes, des utilisateurs. Alors, c'est moi dans la société, c'est des vaches, c'est l'activité biologique du sol là, qui récupère tout ça. Et donc, nous, on va remettre du CO2 et de l'eau dans l'atmosphère et on va capter de l'oxygène qui pourrait être en trop. Donc, on équilibre les bilans. Tous les déchets arrivent au sol et le sol va recycler définitivement le bois, la paille, etc., en produisant de l'eau, en gardant le système équilibré sur l'évapotranspiration, en fait. Et du coup, il est important qu'il y ait des plantes partout pour faire pleuvoir, tout simplement. Et dans la nature, on va pouvoir travailler de façon simple. Vous avez un point de départ où vous avez tout dégradé. Donc, vous avez un tout petit cycle de l'eau, vous n'en avez pas assez, vous n'avez pas assez de plantes. Et à un moment donné, il faut amplifier ce cycle de la biologie, ce cycle de l'écosystème naturel, parce que si vous le développez, alors il faut peut-être irriguer au début, hein, c'est pas si grave que ça, mais plus vous allez développer ce cycle-là, en fait, vous allez partir de votre petit cycle, un petit peu dans le sol, un petit peu sur le sol. Et puis, si vous mettez de plus en plus de résidus au sol les plantes vont pousser de mieux en mieux. Au début, on s'aide avec des intrants pour faire pousser les plantes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et il va y avoir de plus en plus de biologie, de biodiversité, de capacité à faire pousser les plantes parce qu'il va y avoir de plus en plus d'humus formé dans le sol et il va y avoir de plus en plus d'eau à tomber avec de la pluie, de la condensation, de la rosée, de la biodégradation par la matière organique fraîche que vous allez laisser au sol. Et on se rend compte en fait que le nouveau cycle du carbone que vous allez créer, il est énorme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mieux gérer la biodiversité dans le sol et le carbone du sol.
le carbone sur le sol et le carbone des plantes avec la biodiversité qui accompagne les plantes sur le sol. Et plus vous allez fabriquer de végétaux, mieux vous allez gérer ces végétaux avec les résidus qui restent et qui reviennent au sol, plus vous allez finalement faire le cycle du carbone, de l'oxygène, de l'eau, de la biodiversité, etc. Et un paysan, il peut stocker énormément de carbone parce que chaque ver de terre, c'est un petit peu de carbone. Alors, s'il n'a pas beaucoup de vers de terre ici, il en a beaucoup dans la partie verte parce qu'il a restauré son écosystème. Et donc, plus la différence entre les deux, c'est un stockage de carbone tant que vous savez faire tourner votre nouvelle machine. Si vous passez du vert au rouge, vous allez réémettre énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, on voit bien que le carbone, l'activité biologique, la matière organique, l'évapotranspiration, euh, et puis la vapeur d'eau, les dépressions, les organisations du système végétal vont être extrêmement importants pour finalement faire pleuvoir. Et il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Si vous voulez de la pluie, eh bien, il faut végétaliser la totalité des sols agricoles parce qu'on estime que la forêt, elle est déjà végétalisée, peut-être pas si bien que ça, mais ce n'est pas notre métier premier. Donc nous, on va s'occuper de nos parcelles agricoles, qu'ils soient en vignes, qu'ils soient en verger, qu'ils soient en olivier, qu'ils soient en blé, etc. Peu importe les cultures, il va falloir végétaliser et restituer les résidus au sol. Et donc, c'était l'idée de comprendre les sols. Donc, on va y aller, hein, et on va essayer de comprendre ces fameux sols. Vous avez, je dirais, deux grands types de sols dans les espaces à cultiver. Soit le sol, il est d'origine granitique, soit il est d'origine calcaire, hein, voilà. Et puis, avec ça, vous allez faire 80% de toutes les situations pédoclimatiques quasi sur la planète. Et ces sols, vous pouvez les connaître très facilement. Il y a du sable, de l'argile et des limons. Ça, c'est les roches qui constituent les sols. Ben, dans le granit, il y a beaucoup de sable. Dans le calcaire, beaucoup moins. Dans le granit, dans les roches cristallines, il y a très peu d'argile. Dans les calcaires, beaucoup. Dans les roches type granitique ou d'origine granitique, les grès, tout ça appartiennent à ces roches-là. Vous avez beaucoup de limon. Dans les calcaires, pas du tout. Et c'est comme ça qu'il faut lire ce tableau. Le pH, il est variable. Il est en dessous de 7 pour des roches d'origine granitique. Il est au-dessus de 7 pour des dépôts, des roches qui sont sur des dépôts calcaires. La quantité d'eau que va contenir un sol est très variable, mais elle est très élevée dans une roche granitique et très faible sur une roche calcaire. Donc déjà, dans une roche calcaire, on a un handicap, on a une bonne information. Plus vous avez de calcaire dans la roche mère, plus vous allez avoir des problèmes d'eau. Donc ici, dans un sol de type calcaire, attention, il va falloir gérer l'eau, mais il va falloir gérer les pH, vous voyez, hein, on a déjà des contraintes qui arrivent. On a trop de calcium, donc il va falloir gérer le calcium, il va falloir gérer la magnésie, il va falloir gérer de la matière organique. C'est un sol qui n'a pas d'hydrogène globalement, hein, qui est pauvre en hydrogène, alors que les sols granitiques, eux, ils sont riches en hydrogène. C'est le potentiel hydrogène, c'est le pH, hein. Et le P, c'est le phosphore. Souvent, il est disponible dans les sols d'origine granitique et il est bloqué dans les roches calcaires. Et le phosphore, il est intéressant parce que c'est l'ATP, hein, l'adénosine triphosphate, qui est en fait l'énergie qui fait fonctionner toutes les cellules, sans exception, dans le monde du vivant. Donc l'idée, c'est, je vais devoir cultiver, il va falloir rentrer dans des problèmes où je vais où je vais avoir à résoudre des problèmes de sécheresse. Donc je suis obligé de connaître ces deux grands types de sols pour ne pas me tromper. Je ne vais pas gérer un sol d'origine granitique, des grès, des sables, comme des sols d'origine de dépôts calcaires. Donc voilà, donc ça, c'est les deux grandes balances que je vais pouvoir appliquer. Et je sais que si mon travail, c'est l'eau, hein, eh bien, les sols d'origine granitique seraient plutôt riches en eau.
et les autres plutôt très pauvres. Donc ici, sur du calcaire, je pars avec un handicap important. On sait aussi que le sol, quand il est en bon état, quand il a été fabriqué par la matière, par l'activité biologique, vous pouvez prendre une motte de terre dans la main et elle tient, elle est comme collée. Et là, vous voyez, elle est collée par des ifs mycéliens. Tout ce qui est blanc, ce sont des champignons. Et donc, ce sol, cette motte de terre, il faut considérer que la moitié de cette motte, c'est la partie ici, qui est la partie pleine du sol, c'est-à-dire c'est le minéral que vous avez, calcaire ou granit, etc. Et parce que ça tient, parce que c'est dans un agrégat stable, c'est collé par la matière organique qui vient de la dégradation des pailles, des feuilles et du bois et des racines. Voilà. Et cette matière organique, c'est un excrément de l'activité biologique du sol. Et donc, les excréments, ça colle et ça va vous structurer le sol. Donc, c'est la moitié du volume, hein, mais on colle tout. Parce que l'autre moitié du volume ici, c'est pour faire circuler de l'air qui représente un quart du volume total. Donc les êtres vivants qui habitent dans cette maison du sol vivant, eh bien, ils doivent respirer réellement. Donc on met de l'air et l'air, il est dans les gros trous. Et dans les petits trous, la microporosité d'origine biologique, on va y stocker de l'eau. C'est à peu près un quart du volume de cette terre, c'est de l'eau, hein. Et donc de l'eau qui peut très facilement se déplacer vers les plantes, c'est la RFU, c'est la force de succion. La racine, elle pompe de l'eau et elle fait de l'évapotranspiration, tout va bien. Et quand elle a fini ça, ben, elle pousse pas très bien. C'est là qu'on irrigue en règle générale. Mais en fait, il vous reste encore la moitié du volume plein d'eau que vous pouvez utiliser avec les végétaux. Mais c'est une réserve qui est difficilement utilisable, hein. C'est la moitié du quart, hein, c'est 12,5% du volume ici de la motte de terre. C'est de l'eau que la plante doit aller chercher. Alors on verra un petit peu comment elle va chercher ça, principalement avec des mycorhizes. Alors pour continuer notre travail, comment cultiver ces sols qui sont en difficulté, qui sont nus, qui sont en train de se désertifier, qui ne fonctionnent pas bien, qui sont trop chauds? Eh bien, on a commencé à s'intéresser aux plantes bioindicatrices de Gérard Bucerf et on se dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas pousser toutes les mauvaises herbes en été, par exemple? Puisqu'en été, il n'y a rien qui pousse, plutôt que de garder un sol nu, faisons-y pousser des adventices. Et ça nous a un petit peu perturbé au début, mais on s'est dit, ben non, c'est des plantes qui poussent toutes seules, donc pourquoi pas en profiter, puisqu'elles vont revenir sous forme de matière organique, elles vont nous faire un écran au soleil, elles vont utiliser le soleil, elles vont construire de la biomasse, et c'est sans doute les meilleures pour enrichir le sol en situation complexe. Donc on a commencé un petit peu à lier deux réflexions. Qu'est-ce que c'est qu'une plante au niveau du sol? Donc on utilise le travail de Lena Kuchera, hein, qui a fait un atlas racinaire, et le travail de Gérard Bucerf, qui est celui sur les plantes bioindicatrices. Du coup, l'idée, c'était d'utiliser les plantes et puis de voir si on ne pourrait pas, premier travail à faire, quand les sols sont abîmés, il va falloir les décompacter. Pour décompacter les sols, c'est relativement simple, hein. On sait, notamment du travail qu'a fait André Voisin autour de la prairie temporaire et permanente, que quand je vais commencer à semer une prairie temporaire, la première année, j'ai beaucoup de porosité qui est de la porosité mécanique qui a été faite par un outil. Et cette porosité, là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écroule parce qu'on va faire pâturer les vaches, on va passer dessus avec des tracteurs, etc. On n'y touche plus et finalement, l'action de la mécanique va disparaître. Donc, en fait, la compaction, c'est une perte de porosité qui a été faite par un outil. Et comme quand je travaille le sol, je détruis les habitants du sol, c'est-à-dire je détruis les vers de terre, je détruis les champignons. Le travail du sol, c'est la technique la plus abominable pour détruire la biologie, hein.
C'est plus grave que la chimie, hein, il faut vraiment le comprendre. Ça nous a perturbé énormément, ce débat-là. Mais en fait, avant la chimie, il y a pire, c'est le travail du sol, hein. Et donc, le travail du sol, quand il est là, ben, en fait, vous avez très peu de biologie et de porosité biologique dans le sol. Et donc, cette porosité, elle va revenir, la biologie va se développer dans un sol qui n'est jamais travaillé et qui est toujours une maison en bon état. Donc, les individus qui habitent dans le sol, les vers de terre, ils vont refaire des pièces, ils vont manger les racines, ils vont manger les feuilles, ils vont reconstruire le l'humus, ils vont coller la maison, ils vont construire leur maison qui est un super souterrain, quelque part, et il leur faut un certain temps pour y arriver. C'est-à-dire qu'en gros, André Voisin nous a expliqué que autour de la 3 à 5e année, 6e, là, on a des problèmes, c'est-à-dire on a la perte de la porosité mécanique des outils compaction et on n'a pas encore le retour de la biologie pour refaire les sols. Et on se rend compte que sur cette période de 3 à 6 ans ici, avec 5 ans un petit peu qui est l'étape clé, eh bien en fait, on va avoir tous nos sols agricoles qui sont compactés. Et donc, quand vous allez vouloir faire pousser des plantes en plein été, il faut commencer par décompacter les sols. C'est ce que vous avez de plus important à faire dans l'approche organobiologique et de gestion des sols et des plantes. Donc, on sait aussi que grâce au travail qu'a fait André Voisin, la prairie et la biologie, c'est toujours plus efficace quand ça fonctionne que l'outil qu'on a utilisé au départ. Mais quasi pour rentrer, pour retrouver de la productivité ici, il faut que vous soyez dans la 6, 7e, 8e année, c'est-à-dire il faut quasi 10 ans pour passer le changement de pratique et la transition d'un sol nu et travaillé vers un sol couvert et vivant. Et ça, c'est très, très compliqué parce que la politique n'accompagne pas ce mouvement chez les agriculteurs. Parce qu'un agriculteur qui va tomber ici dans une période de transition qu'on a appelée des années de misère, ben on a sa production globale qui va être divisée par deux. Alors imaginez que maintenant, en plus, il n'a pas d'eau, et en plus, il ne peut plus irriguer parce que toutes ses réserves sont vides, parce qu'il ne pleut plus, hein. Donc ça va être vraiment le point de départ dans le diagnostic sol. Il faut évaluer la compaction des sols. Et donc, la première façon de savoir si votre sol va être en bon état, eh ben, c'est avec la bêche. Ici, on a pris dans une prairie, sol très riche en matière organique, donc meilleure réserve utile, très riche en racines, très bonne porosité. Et ici, on voit un sol qui marche pas aussi bien, qui est plus faible, plus clair, plus compacté, hein. Et donc, à la bêche, en fait, vous allez déjà voir la compaction du sol. Voilà. On sait que dans le sol, vous avez aussi une atmosphère différente que celle qui est sur le sol. Donc, dans la porosité du sol, dans le vide du sol, vous allez rencontrer de l'atmosphère et de l'eau. Et donc, l'atmosphère du sol, en fait, il faut la regarder par rapport à ce que vous avez sur le sol. Ici, le mot atmosphère extérieure, on est à 21% d'oxygène. Vous avez la barre de l'oxygène. Ça, c'est ce que moi, je respire sur le sol. Et quand je vais dans le sol, eh bien, j'ai à peine 18% d'oxygène, maximum 20, 20 et demi en surface. Et dès qu'il pleut, il n'y a quasiment pas d'oxygène puisque c'est l'eau qui va occuper la plupart du vide, hein. L'eau percole et va se remettre dans la microporosité biologique. L'azote, curieusement, eh bien, en fait, on est très riche en azote. On monte à 80% d'azote dans le gaz, l'atmosphère du sol, contre 78% ce que je respire. Et quand j'ai 0,03 ou 0,04 maintenant, avec le réchauffement climatique dans l'air que je respire sur le sol, on se rend compte qu'on a plus de 10 fois le CO2 concentré dans le sol, hein, jusqu'à 100 fois de plus, hein, et autour des racines, c'est très, 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 très riche. Et donc, dans le sol, on constate que le taux de dioxyde de carbone est multiplié par 150 à 300
autour des racines. Et si la racine elle est aussi riche dans un manchon de CO2, c'est parce qu'elle est riche en activité biologique. Il y a beaucoup de bactéries qui respirent, etc., qui dégagent du CO2 en récupérant de l'oxygène et qui finalement vont consommer du glucose et relarguer du CO2 et donner du CO2 à la racine. Et on sait que pour décompacter les sols, il faut favoriser le métabolisme anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Hein, il faut favoriser le CO2 dans le sol. Et ça, c'est un petit peu nouveau. On ne le regardait pas comme ça jusqu'à présent. Alors, comment on fait ça? Ben, en fait, comment on va favoriser ce métabolisme? Ben, on va essayer d'éviter de labourer et on va travailler le sol avec une dent droite ici. Alors, il y a plein de modèles, peu importe, avec des options, des dents au carbure, tout un tas de dispositifs. Et on va essayer d'avoir une dent droite pour que la dent qui se en biais ici ne soulève pas trop la terre. En fait, il faut que tout ce qui est en bas reste en bas et nous, on ne fait que fissurer. Ça, c'est le premier travail. Fissuration des sols, principalement à l'automne avec le retour de la pluie. Hein, c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui. Donc, premier travail, je fissure, puis on va niveler. Et puis, tout de suite, quand on a travaillé, il faut qu'une plante revienne sur le sol. C'est un couvert végétal, c'est une culture d'hiver, c'est du blé, c'est de l'avoine. Nous, en France, à la Vachereuse, on travaille beaucoup avec ce genre de couverture végétale qui sont des associations graminées légumineuses, des métailles, disons, en silage. Et en fait, l'idée, c'est que tout de suite, quand vous avez fissuré le sol, remis un petit peu d'oxygène, décompacté, fait des trous partout, il faut que tout de suite la plante couvre le sol et ferme tout, le mette à l'abri de la lumière et à l'abri de l'eau pour pas qu'il y ait de croûte de battance, d'érosion qui se fasse. Toutes les fissures de l'outil doivent se coloniser très vite et ça sert à nourrir tous les micro-organismes du sol grâce à la rhizodéposition. Donc, le plus vite possible, j'interviens, je sème. Et puis, on sait qu'on va travailler dans cette phase-là tous les automnes. Quand on va couvrir le sol avec des plantes, il faut stabiliser la porosité et les agrégats avec notamment ce qu'on appelle des EM, c'est-à-dire des microbes efficaces. Ce sont principalement des bactéries lactiques et des mélanges de bactéries lactiques qui sont des bactéries anaérobie, c'est-à-dire elles fonctionnent avec du CO2, elles sont tolérantes à l'oxygène, mais en fait, s'il n'y en a pas, ça les arrange bien, et elles vont avoir des projets, c'est-à-dire quand vous pulvériser des EM dans les végétaux, ben, ces bactéries lactiques, elles vont coloniser tous les vides des sols et elles vont commencer par faire des biofilms autour des agrégats. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur des agrégats, on va avoir des grumeaux réellement qui sont complètement anaérobies. Là-dedans, il y a peu d'oxygène. Quand il y a de l'oxygène, c'est dans la partie entre les agrégats. Plus vous allez nourrir ces EM, ces bactéries lactiques, avec des résidus végétaux qui se décomposent et des plantes de couverture qui vont envoyer de la rhizodéposition pour nourrir tout le monde, plus vous allez stabiliser tous ces agrégats qui ont été biofilmés dans du gel microbien, hein, qui fait que votre structure se stabilise et qu'elle devient globalement grumeleuse. Hein. Alors, on a dit qu'elle était grumeleuse aérobie, ce qui est faux. Elle est grumeleuse dans une atmosphère du sol qui est différente ici. L'atmosphère du sol ici n'est pas la même que l'atmosphère ici sur le sol, en fait. Et donc, on a des abus de langage qui nous posent problème. Et là-dedans, que vont faire les racines? Eh bien, les racines, elles peuvent progresser très facilement dans ce gel qui va aussi retenir l'eau. Donc, vous allez améliorer la réserve utile et l'eau qui s'infiltre avec la pluie, eh bien, en fait, vous allez humecter très, très bien les agrégats. C'est-à-dire que, comme elles passent doucement, vous allez mouiller le sol, vous allez retenir l'eau dans le sol. Et les racines, elles n'ont aucun problème pour rentrer, pour prospecter là-dedans. Il y a peu d'eau qui va s'échapper. Hein, vous allez la retenir, vous allez faire de la réserve utile et les racines sont capables d'aller prospecter dans les agrégats ici pour se nourrir avec des minéraux. Elle fait ça avec de la mycorhisation principalement.
Et on se rend compte que la gestion des sols, elle doit vous donner naissance à ce projet de stabilisation des agrégats. Et ça se fait en fait de cette façon-là. Étape numéro un, je fissure, je fais attention à pas trop remuer trop de terre, je nivelle immédiatement, je sème du végétal et j'amène mes bactéries pour coloniser rapidement le sol parce que je sais qu'elles seront correctement nourries avec la rhizodéposition des racines. Voilà. Et donc, on sait que c'est super, super performant. L'autre façon d'améliorer les sols, ben, c'est d'envoyer un petit peu de calcium, parce que le calcium, en fait, qu'est-ce qu'il a comme effet? C'est un gros élément qui va finalement détendre les feuillets d'argile, hein. Donc, la potasse devient assimilable pour la racine, le calcium éventuellement aussi. Et finalement, on a accès à tout un tas de minéraux pour le sol. Et ce qu'on va faire attention, c'est à gérer un rapport calcium-magnésium dans ce sol-là avec des analyses Albrecht-Kinsey, de façon à ce que ben, il y ait juste le bon équilibre entre la magnésie, qui est un ion beaucoup plus hydraté, hydromorphe, enfin, qui est un ion qui colle les sols, en fait, qui resserre les feuillets d'argile, donc qui rend les éléments peu disponibles. Et donc, il en faut un peu, mais pas trop, et il faut du calcium. Et en fait, on va commencer à gérer des équilibres de base, hein, avec ces analyses Albrecht-Kinsey. On va faire un apport de soufre et finalement, on va plutôt mettre ça à l'automne. On va mettre les bons apports de calcium, de magnésie. On va amener des oligoéléments, de la silice. Et en fait, on voit qu'on a une suite logique d'interventions pour remettre nos sols en bon état et il faudra faire des analyses de sol pour savoir où est-ce qu'on se situe avec nos pratiques agricoles conventionnelles. Et puis, je vous ai mis un petit peu ici comment dire, des résultats là, que nous, on a à la Vachereuse sur des approches d'analyse de sol Kinsey-Albrecht, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ce système-là, bien, on voit qu'il faudrait un objectif de 60 à 70% de calcium. Donc, 60 à 70% de calcium, ça vous donne ici une activité, enfin mesurée, qui est que à 50, donc il va nous manquer en fait du calcium. J'ai un objectif à 10, 15 ou 20% de magnésium dans mon sol, j'en ai 14, donc c'est pas trop mal. J'ai du potassium, il m'en manque parce que en fait, j'en ai trop, j'en ai 14 et il m'en faudrait 7,5 max, etc. Et donc, on regarde nos analyses de sol pour savoir vers où on va corriger. Par exemple, ce sol-là, il manque de calcaire, hein, tout simplement. Donc, on va amener un petit peu de calcium assimilable et un petit peu pour la CEC. Et on va faire attention de ne plus trop mettre de potasse parce que ce sol en a visiblement trop. Donc voilà, donc on progresse avec nos sols pour mieux les gérer, pour aller vers cet objectif de fertilité. En fait, quand on va regarder nos sols calcaires, souvent ils ont beaucoup d'argile et beaucoup de calcium. Mhm. Donc, ils ont des configurations très intéressantes sur leur capacité à potentiellement stocker de l'eau s'ils sont riches en matière organique, hein. Voilà, c'est parce que s'il va manquer la matière organique, ce ne sera pas très efficace, hein. Et donc, si on revient un petit peu à vos sols qui sont calcaires, hein, donc on aura beaucoup de calcium et de potasse potentiellement accessibles. Le gros problème, c'est que pour garder de l'eau là-dedans, il vous faut soit de la magnésie, soit Mhm. de, je dirais, de la matière organique. Et donc, Mhm. c'est des sols qui, à tout prix, doivent retrouver de la matière organique et de la magnésie réellement, parce que la magnésie, c'est un ion hydraté qui attire de l'eau, mais on le verra un petit peu plus loin. Mhm. Et D'accord. donc, dans les méthodes d'analyse Albrecht-Kinsey, on sait qu'on a des sols qui vont être très, très riches en calcium, hein. Et donc, à un moment donné, nous, notre problème, c'est qu'on va manquer d'hydrogène et manquer d'eau si on n'a pas la matière organique là-dedans. Et donc, il faut commencer à rééquilibrer ces sols et à les gérer différemment. Alors, on va y aller parce que ça se gère avec du soufre
principalement et des retours de matière organique. C'est ça les deux grands critères de gestion des sols calcaires. Et donc, nous, on va maintenant, en tant qu'agriculteurs, commencer à lever des facteurs limitants, c'est-à-dire des facteurs limitants de nutriments pour les plantes, etc. Et puis, en fait, il faut savoir ce que fait la racine. La racine, en fait, on le voit ici, elle est capable, finalement, de bien absorber quasiment tous les minéraux du sol quand on a un pH de la racine qui varie de 5 à 6. Voilà. Et dans le calcaire, eh ben, ça va être très compliqué parce que la racine, elle doit être acide pour récupérer les nutriments. Et ça, c'est très compliqué à faire parce que, à un moment donné, cette faculté-là des systèmes racinaires à récupérer les éléments ont été oubliés. Nous, on a dit que pour que tout se passe bien dans le sol, il faudrait plutôt avoir des pH du sol autour de 7. Et quand vous mettez à 7, eh ben, la racine, elle a des carences, tout n'est pas bien absorbé. Ici, là, sur cette colonne, 7, 7,5, voire 8, eh bien, on va avoir énormément de carences. Dès que le trait est tout fin, eh ben, on a des carences, la plante ne peut plus absorber. Et donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des nutriments, de la matière organique qui se décompose à la surface du sol pour avoir de l'eau notamment, mais surtout ramener la racine vers un pH plutôt entre 5 et 6. Donc, premier travail, pour avoir de l'acidité racinaire, il faut nourrir correctement les racines. Et en fait, on s'est intéressé à l'azote parce que l'azote, c'est quelque chose d'important pour acidifier les sols, tout simplement. Alors voilà comment ça marche dans la nature. La nature, elle va recevoir des litières, des effluents, etc., qui vont mettre un certain temps à se dégrader. Il faut 6 mois pour que finalement la dégradation de ma paille et de mon bois que j'ai mis au sol me fasse naître de l'urée. Alors avant, j'ai quand même eu des acides aminés et des bactéries, hein, que la plante, si elle est vivante en train de pousser dans la paille, elle peut déjà gober des bactéries vivantes et avaler des acides aminés. Et donc ça, c'est la première azote non lessivable que produit la dégradation de la litière. Et petit à petit, ça va continuer à se dégrader et l'activité biologique du sol va nous produire de l'urée, tout simplement. Et l'urée, c'est soluble dans l'eau, c'est non lessivable si vous avez beaucoup de microporosité, parce qu'on va retenir finalement l'urée, l'urine, hein, c'est de l'urine qui va se retrouver dans la solution du sol et dans l'eau. Et si vous avez beaucoup de biologie, ça ne lessive pas. Si je travaille la terre ici, cette partie-là de l'azote se lessive. Alors ça continue à évoluer, on est en hiver, on a mis la paille à l'automne, hein, 6 mois, et à la fin de l'hiver, le sol va commencer à chauffer, on fait un petit peu d'ammoniac, mais dans un sol couvert et froid, ça n'arrive jamais, et on va être tout de suite dans une forme d'azote très intéressante, qui est l'ammonium, qui est de l'azote avec de l'hydrogène, et que les plantes adorent prélever pour leur croissance. Et puis au fur et à mesure que le sol va sécher et qu'elles vont prélever de l'ammonium, il y a de l'oxygène qui va rentrer dans le sol, qui va nitrifier. Donc on va produire des nitrites, ça ne tient pas très longtemps. Tout de suite, il y a des nitrates. Et les nitrates, c'est un petit peu toxique pour les plantes, tout comme les nitrites, mais c'est lessivable. Et donc ça pose un problème à la plante qui préfère finalement assimiler ou des acides aminés, ou des bactéries, ou de l'urine, ou de l'ammonium, globalement. Hein. Et on sait que dans les sols où il y a beaucoup d'activité biologique et beaucoup de paille à dégrader, la nature, elle déminéralise, elle enlève les nitrates pour refaire des ammoniums tout le temps, parce qu'elle n'aime pas trop la forme nitrate. Et finalement, on sait que, il va se passer des choses entre l'ammonium et les nitrates. On va reprendre ici. Donc en fait, voilà, dans le cycle de l'azote, on se rend compte que quand la nature va dégrader de la paille, du bois, des racines, des feuilles mortes, il y a un cycle vraiment d'incorporation de l'azote depuis l'air qui va nous donner d'abord des bactéries et des acides aminés. Donc voilà, la paille, elle va noircir avec des fusariums, il y a des azotobactères qui arrivent, qui vont se faire marger par des protozoaires et des vers de terre.
Et les vers de terre, à un moment donné, ils vont commencer à produire de l'urine. Et l'urine, elle va se stocker dans la microporosité biologique du sol sans aucun problème. Du coup, la biodégradation se continue et la plante, en fait, dans le sol, il va se produire de l'ammoniac. Mais comme il fait froid, ça va très vite à l'ammonium. Donc la phase ammoniac, elle n'est que présente quand vous êtes dans la chaleur sur le sol. Donc dans l'eau du sol, ça se produit très rarement. Et finalement, on va avoir de l'ammonium ici, du NH4, qui va être assimilable par les plantes. Et puis, le sol, il se vide d'eau, il se remplit d'air, donc il y a de l'oxygène qui arrive. L'azote qui reste va être nitrifié, on va faire des nitrites qui sont toxiques pour le plante, mais assimilables quand même. C'est principalement les adventices qui récupèrent cette forme-là d'azote. Et comme il y a beaucoup d'oxygène qui arrive avec les sols qui sèchent, eh bien, on va faire beaucoup d'azote oxydé, des nitrates qui sont susceptibles de lessiver avec la pluie. Or, la plante, elle peut prendre toutes les formes d'azote de ce tableau sans aucun problème, mais elle a une préférence pour des systèmes à base d'hydrogène. Ici, de l'azote oxydé de l'urée, enfin de l'azote non oxydé de l'urée, de l'ammoniac 3 hydrogènes, de l'ammonium 4 hydrogènes. Et quand il y a beaucoup de litière sur le sol, beaucoup d'humidité créée par l'activité biologique qui la dégrade, eh bien, tous les nitrates qui vont être créés vont être ralentis et on va essayer de stabiliser le système biologique sur de l'ammonium. Et ça a des conséquences énormes parce que nous, on va se retrouver avec beaucoup de roches calcaires ici en Catalogne. Et les roches calcaires, c'est des roches à pH 8 et qui sont finalement pauvres en eau. Et on va se rendre compte que globalement, si on met des nitrates dans ces sols-là, non seulement la plante, elle aura besoin de beaucoup d'ATP, d'énergie pour transformer ces nitrates en protéines, le pH de la racine va monter, on va monter à 8, donc elle ne sera plus capable de se nourrir, on va oxyder beaucoup, et en plus, à cette plante-là, il lui faut beaucoup de molécules d'eau pour transformer son azote en protéines. Et ça, c'est problématique dans les sols calcaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt préférer l'ammonium, le NH4+. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup moins d'ATP pour transformer cette molécule en protéines. Ça va faire baisser le pH de la racine, mais on va aller à des pH autour de 4-5, donc favorable à la nutrition et au prélèvement des minéraux. C'est très peu oxydé, donc ici on est -3 sur l'échelle des scientifiques, et il faut très peu d'eau pour fabriquer des protéines. L'urée, on est à peu près dans le même projet, c'est-à-dire peu d'énergie, racine rhizosphère stable, antioxydant, besoin de très peu d'eau. Et quand la plante récupère de l'azote aminé, des protéines hydrolysées, eh bien, il lui faut très peu d'énergie, à peine 1 ATP. Le pH de la racine va monter un tout petit peu, mais quand il est à 4,5, il peut monter à 5, 5,5. Donc, il n'y a pas de souci. Même à 6, ça fonctionne encore. On est antioxydant et on a très peu besoin d'eau. On ne sait pas, on n'a pas trouvé de chiffre, donc on va mettre entre 0 et 1. Et donc on se rend compte que en fait, la nature, quand elle fonctionne, elle va essayer de faire de l'acidité sur sa racine pour récupérer complètement les minéraux. Et si vous changez l'acidité de la racine, ça va être très compliqué de nourrir une plante parce qu'elle va être en carence tout le temps. Dès qu'on est avec un très faible, on aura des carences. Donc, dans les sols calcaires, il faut acidifier les sols. Et la première acidité, elle se fait avec l'urée, l'ammoniac et l'ammonium, c'est-à-dire de l'azote qui contient de l'hydrogène. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Ici, la plante, elle ne sera pas bien nourrie parce que le pH va aller à 8. Ici, on va garder des pH autour de 5. Ici, entre 5 et 6. Et ici, on va être autour de 6, ce qui va encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de minéraux à prendre. Cette forme-là d'azote, elle est très, très efficace. On en a fait tous nos engrais starter spécial sécheresse pour que les plantes puissent survivre. Voilà. Vous avez la bibliographie qui arrive, hein, si vous voulez la vérifier, il n'y a aucun problème. Autre façon d'acidifier les sols, c'est d'utiliser le soufre élémentaire.
Le soufre élémentaire, vous l'avez là, c'est celui qui vient des volcans. On en a des carrières entières sur la Terre. Et donc, ce soufre, hein, il va vous produire de l'acide et de l'hydrogène dans le sol. Et ça marche comme ça. Il va passer de soufre à sulfite, SO2. Et puis, il va passer à sulfate, SO3. Et sulfate assimilable, SO4, avec deux charges négatives qui se mettent dessus. Et en fait, pour simplifier votre réaction ici, pour passer de l'un à l'autre et être ici assimilable, en fait, ça se fait avec de l'eau. Du soufre plus deux molécules d'eau vous donne le sulfite SO2 avec quatre hydrogènes. Et l'hydrogène, c'est l'acidité du sol qui fait votre potentiel hydrogène. Et donc, dans un sol calcaire, il faut à tout prix que vous ayez du soufre à se dégrader. Et le soufre élémentaire, c'est intéressant parce qu'avec 50 kilos, vous en avez assez. C'est une minéralisation lente avec de l'humidité. Et donc, quand vous avez, par exemple, une litière qui va revenir au sol à l'automne, des feuilles mortes, des bois de taille, des déchets verts, de la paille, n'importe quoi, il faut à tout prix que dans cette paille, il y ait la fissuration, les EM, les plantes qui poussent, et puis le soufre qui a été mis dedans pour faire de l'acidité dans votre sol calcaire. Et donc, pour passer de soufre à sulfate SO4, c'est-à-dire à la dernière étape ici, eh bien, il vous faut quatre molécules d'eau qui va vous libérer 8 hydrogènes et qui va vous alimenter l'acidité du sol, c'est-à-dire une meilleure nutrition des plantes. Et l'hydrogène pourrait être réutilisé dans les différentes réactions chimiques d'absorption des éléments. Donc, le soufre est important, hein. Et finalement, qu'est-ce qui va vous arriver quand vous allez fabriquer des sulfates? Lui, tout seul, il est lessivable. Ce produit-là, un sulfate est lessivable, mais il va se recombiner tout le temps avec tout ce qui traîne dans le sol. Par exemple, quand il s'est recombiné avec du calcium, parce qu'il va acidifier, minéraliser le calcium, il va faire un sulfate de calcium qui est un pH 7, et cette grande molécule-là, elle n'est plus jamais lessivable. On peut faire un sulfate de magnésium qui a un pH à 7 aussi, et donc et là, tout devient assimilable. On peut faire un sulfate de potasse qui a un pH à 6,7 et qui est assimilable. Et dans les sols, disons, acides, on utilise ces produits-là de préférence. Dans les sols calcaires, vous envoyez du soufre élémentaire et vous allez rendre vos éléments assimilables, parce que quand ils sont sous forme sulfate de potasse, sulfate de magnésie, sulfate de calcium, ils ne sont pas lessivables et ils sont assimilables. Quand ils traînent de l'azote organique, vous allez faire du sulfate d'ammonium. Le pH est plus acide, 5,4, mais c'est assimilable, non lessivable. Vous allez pouvoir faire du sulfate de cuivre s'il y a du cuivre dans le sol, pH 4, donc c'est très favorable à la nutrition des plantes. Vous allez faire du sulfate de manganèse, pH 3,5, très acide, donc dans un sol calcaire très intéressant. Apporter du manganèse avec du soufre. Il y a du fer souvent en grande quantité dans les sols. Vous allez faire du sulfate de fer, pH 2,5. Donc si vous avez du calcaire, c'est super intéressant. Idem pour le zinc. Vous allez faire un sulfate de zinc qui a un pH entre 4 et 5. Et vous allez faire un sulfate d'aluminium. Alors ça, c'est pour les sols acides qui a un pH à 3,5. Et donc, on voit bien que le soufre, il va vous servir tout le temps et il va rendre tous les éléments du sol assimilables quelque part. Et donc, on peut acidifier, on va acidifier avec le soufre pour faire fonctionner vos sols calcaires. Et puis, on va essayer de gérer l'eau. Et pour gérer l'eau, c'est la magnésie qui est l'élément le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ion hydraté, hein. Alors, quand il est annexé, il nous pose problème, mais ça fait rien. Dès qu'il y a de la magnésie, ça retient énormément de l'eau, hein. C'est une très forte capacité à retenir l'eau et si tu veux, dans les sols qui sont très riches en magnésium, on va avoir des sols hydromorphes. euh, Cette hydromorphie, elle va concentrer en fait du fer et de l'aluminium qui est finalement toxique. Et donc, dans les sols calcaires, c'est important de travailler avec la magnésie parce que justement, c'est un rétenteur d'eau.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec de la magnésie? En fait, on en a fait nos engrais starter spécial sécheresse. Quand il fait très sec, on fait pousser des colzas en plein été, le lendemain de la moisson. Et c'est important de le comprendre. C'est je récolte, j'ai broyé la paille et tout de suite derrière, j'ai semé, par exemple, un colza, mais ça pourrait être un sorgho, ça pourrait être une amarante, ça pourrait être des tournesols, ça pourrait être de la facélie. Enfin, il y a plein de plantes qui pourraient convenir. Et nous, on a fait des engrais starter qui sont des petits granulés noirs. C'est un lombricompost séché avec des microalgues et du biochar et du sulfate de magnésie. C'est des petites bulles blanches que vous voyez dans le mélange. Alors, je vous ai mis l'adresse pour commander ça en France si vous voulez, hein. Ça existe sur le marché. À la Vachereuse, j'ai fait fabriquer ça. Et donc, c'est un lombricompost séché à froid pour garder toute la microbiologie favorable aux racines. On pense que les plantes et les vers et les champignons ont coévolué en même temps depuis 500 millions d'années et que donc un excrément de vers, de terre, c'est le bon engrais. Et que dans ce bon engrais, il y a toutes les bonnes, comment dire, bactéries qui sont favorables à la racine, tout simplement. Donc, on fait sécher du lombricompost à froid pour ne pas l'abîmer. On garde la microbiologie. On y rajoute des microalgues et c'est de la chlorelle. Pourquoi? Parce que c'est très riche en vitamines, en antioxydants, en azote aminé. C'est favorable à la nutrition avec très peu d'énergie. Comme ben, il n'y a pas d'eau, eh ben, il n'en faut pas beaucoup. On met du biochar parce que c'est microporeux, ça permet de stabiliser le système du lombricompost et de le sécher. Et on amène un oxyde de magnésium ici ou un sulfate de magnésium. On a les deux formules qui est en fait un produit qui va attirer l'eau dans le sillon. Rien que déjà la différence de température entre le sol et l'atmosphère et entre le jour et la nuit, vous allez faire de la condensation de l'eau sur l'oxyde de magnésium. Et finalement, c'est quelque chose qui peut être assimilé avec très peu d'énergie, donc très favorable à faire pousser les plantes en situation sèche. Et ça, c'est nos engrais spécial sécheresse, spécial canicule, etc. Tous les couverts d'été, les plantes d'été sont semés avec ça. Et même chez vous en Espagne, où vous êtes en difficulté, vous devriez aussi semer à l'automne avec ce genre de produit où on a de la magnésie qui revient dans les sillons avec des nutriments. Ah ben finalement, je vous ai mis la bibliographie. Bon ben hop, on va la remettre. Et pour finir la nutrition des plantes, on sait que dès qu'elles sont petites, il faut les aider à grandir correctement. Et donc le bore, c'est le premier oligo-élément qui fait toujours défaut dans la croissance d'une plante. Donc, dès que la plante a trois feuilles, quatre feuilles, vous devez lui pulvériser des oligo-éléments où le bore est présent. Donc, il faut du bore dans le cocktail et de la silice immédiatement après, parce que la silice a quatre liaisons atomiques comme le carbone et elle est capable de transporter quand il manque du carbone, tous les nutriments de la plante, c'est-à-dire les minéraux. Elle va se lier à tout le monde, quatre liaisons atomiques, et ça va être le premier transporteur de la plantule qui ne fait pas de photosynthèse, parce que la photosynthèse, elle va la faire quand elle est un petit peu plus âgée, c'est-à-dire quand la feuille aura à peu près un mois. Donc, dès que la plante a démarré, dès qu'elle est comme sur la photo que vous avez vue ici, hein, c'est-à-dire à ce stade-là, il faut pulvériser des oligo-éléments et de préférence un petit peu tous ceux qui ont du bore, de la silice. Et finalement, il faut récupérer du calcium dans cette plantule parce que le calcium, c'est le squelette et il va permettre de transporter beaucoup mieux l'azote. Et donc, il faut du soufre pour avoir une molécule de sulfate de calcium assimilable qui va permettre d'assimiler l'azote, donc du sulfate d'ammonium, hein. On retrouve ici le rôle du soufre qui va vous permettre d'assimiler le calcium, l'azote et après l'azote, le magnésium, sulfate de magnésium. Ouais. Une fois que la plante, elle sait faire de la photosynthèse parce qu'elle a sa première azote qui fait de la chlorophylle et du magnésium à gogo, eh bien, qu'est-ce qu'elle va absorber? Eh bien, elle va
Le magnésium, c'est l'ion central de la photosynthèse, de la chlorophylle. Eh bien, la plante, elle a besoin d'ATP. Il faut qu'elle récupère du phosphore, donc acidité du sol, donc de l'ammonium, de l'hydrogène, du soufre, etc. Acidité du sol. Et avec l'ATP, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est capable de fonctionner plein pot, de faire la synthèse du glucose avec le carbone et à travers cette synthèse du glucose, maintenant qu'elle a beaucoup de nutriments, il faut qu'il soit distribué dans la plante avec de la potasse. Voilà. Et quand vous avez cette suite logique des nutriments qui se met en place, eh bien, votre plante va pouvoir pousser en toute sérénité et elle sera bien nourrie. Et donc, on a besoin de soufre pour le sulfate de potasse pour assimiler la potasse, du soufre pour assimiler la magnésie, sulfate de magnésium, du soufre pour assimiler l'azote, sulfate d'ammonium, du soufre pour assimiler le calcium, sulfate de calcium, du soufre pour acidifier le sol, pour libérer le phosphore, hein, pour faire l'ATP. Et les deux grands éléments qui manquent au système végétal, c'est le bore ici et la silice, parce que c'est les deux premiers qui doivent rentrer dans le végétal au stade plantule, parce qu'ils commandent tout le reste, en fait. Et donc, on a commencé à faire des engrais spéciaux sécheresse, starter, etc. Dans nos formules starter ici, vous pouvez rajouter des oligo-éléments qui seront disponibles pour la racine, puisqu'avec le sulfate ou l'oxyde de magnésium, vous allez mettre de l'eau dans le sillon et la racine, elle peut récupérer les nutriments par ce biais-là, hein, sans problème aucun. On sait que la silice, en fait, quand ça rentre dans la plante, ça programme l'ADN du végétal. Et cet ADN, en fait, va se mettre à mieux produire du bois. Donc, elle va renforcer les parois cellulaires. Elle vous enlève beaucoup de pesticides. Elle vous enlève tous les raccourcisseurs. Elle permet à la plante de mieux gérer de l'eau, hein, et de mieux gérer de la lumière, tout simplement. Donc, tout ce qui est vrai dans la biodynamie a été confirmé par la science conventionnelle. Pour la silice, c'est un vrai débat aujourd'hui. La silice, c'est un facteur limitant de nos systèmes agricoles. Alors maintenant qu'on a commencé à voir quels étaient les intrants pour bien faire démarrer les plantes, ben, il s'agit de regarder les racines et le bilan humique de nos systèmes de culture. Et donc les racines, vous les avez ici dans un pot de fleurs, on fait pousser des racines et on coupe l'herbe tous les jours. Ici, on coupe l'herbe tous les 2 ou 3 ou 4 jours, toutes les semaines. Et ensuite, ici, on coupe l'herbe toutes les 3 semaines et là, toutes les 5 à 6 semaines. Et on se rend compte que plus vous allez laisser d'appareil végétal, plus vous allez fabriquer de racines, en fait. Et que finalement, dans le projet que vous avez de reconstruire des sols fertiles là-bas en Catalogne, eh ben, il va falloir laisser pousser les plantes pour faire de la matière organique, de la rhizosphère, de la structure de sol et injecter de la matière organique dans les sols par les systèmes racinaires. Donc c'est le rythme de gestion des plantes qui est le plus important de tout. Il est interdit de raser une plante et un couvert végétal. Il faut laisser pousser les plantes. Ça, c'est le premier constat parce que c'est la feuille en bon état de photosynthèse qui fait pousser la racine, hein, et quand vous coupez la feuille, c'est la racine qui fait pousser l'herbe. Donc, il faut vraiment équilibrer la croissance de la matière organique verte, c'est-à-dire des parties aériennes. Il faut qu'une plante pousse. Alors ça, on le sait bien du travail qu'ont fait c'est des Brésiliens, Bolin et Sucamar. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ben, ils nous ont expliqué combien il y a de racines dans des cultures céréalières, combien il y a de racines dans une prairie tempérée et combien il y a de racines dans une forêt de chez nous. Forêt espagnole, vous avez autant de biomasse sur le sol, 50%, que dans le sol, avec les racines et la rhizodéposition. Si vous cultivez de l'herbe, une prairie, vous avez 60% de racines avec la rhizodéposition dans le sol et vous avez 40% du rendement plutôt qui est sur le sol. C'est l'herbe que vous pouvez couper pour les bétails. Et quand vous cultivez des céréales, vous avez 70% de la partie du végétal qui est verte au-dessus du sol entre les grains, la paille et les menus pailles, et que seulement 30% de racines dans le sol.
Donc ça nous pose un petit problème de gestion agricole parce qu'à un moment donné, il faut que la matière organique revienne au sol au moins comme une prairie. Alors ça se détermine, ce retour de matière organique au sol, il se détermine avec un bilan humique, tout simplement, hein. C'est sans doute l'outil qu'il va falloir remettre au gré du jour, hein. C'est-à-dire il est d'actualité. C'est combien d'humus va fabriquer mon sol, parce que on peut le nourrir, ce sol-là, avec des résidus de paille, avec des résidus de racines, avec des couverts végétaux, avec des apports de fumier ou de compost et autres. Et donc tout ça, ça va nous produire de l'humus dans le sol. Et une partie de toute cette réserve d'humus va se perdre, hein, et on sait que ça se perd avec l'activité biologique notamment, avec l'oxydation du travail du sol. Le type de sol accélère plus ou moins la perte et la pluie et la chaleur. Et donc, on sait qu'à un moment donné, eh bien, il faut qu'on ait plus de création d'humus que de perte par minéralisation. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire une réévaluation correcte de nos bilans humiques et de faire en sorte que notre bilan humique soit positif, c'est-à-dire le sol, il reçoit plus de matière organique qui fait d'humus qu'il ne perd d'humus avec les pratiques agricoles, etc. Et comme on sait que l'oxygène et le travail du sol sont des gros problèmes, c'est-à-dire ça nous fait perdre beaucoup d'humus, eh bien on a décidé d'arrêter de travailler trop la terre, de le couvrir correctement, ce sol, avec des résidus et des plantes, et on pratique finalement le semi-direct. Et donc, ce système-là des sols n'est pas parfait si vous ne faites pas le retour des arbres, tout simplement. Et on se rend compte qu'en Espagne, vous avez des systèmes agraires qui méritent une surveillance particulière. Ça, c'est la DSA que vous avez. Vous avez vos taureaux, vos cochons noirs, vous avez des arbres. En fait, si on enlève les arbres de votre système DSA, eh bien, vous allez avoir un problème. Toute la zone est transformée en désert immédiatement. Et on voit bien qu'ici, on va s'occuper à régulièrement faire repousser des arbres. Ces arbres sont taillés, le bois revient au sol, il y reste. Dans des petites clairières, on va cultiver un peu et on se rend compte que l'arbre, c'est un excellent climatiseur qui va vous faire l'ombre, le climat, l'évapotranspiration et le recyclage de matière organique au pied, c'est-à-dire le retour et le cycle de l'eau. Il va cycler la totalité de l'eau. On sait que les espaces agricoles, ils doivent être optimisés, c'est-à-dire ça s'appelle un bocage. Ici, c'est le marais Poitevin parce qu'il y a de l'eau partout dans ces trucs-là. Ici, là en blanc, vous voyez une route en fait, hein. Mais globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est des haies d'arbres autour des parcelles cultivées. Alors là, on a de l'herbe, mais là, on avait une céréale ici. Et donc, on se rend compte que plus vous allez mettre des dispositifs végétaux, etc., et des arbres et des haies, plus vous allez en fait faire cette irrégularité qui fait des turbulences avec le vent. C'est-à-dire le vent, il passe, il fait des turbulences ici, il fait des remous. Et comme vous avez très chaud au-dessus, plus froid dans les arbres et plus frais dans le sol, eh ben, vous allez avoir de la rosée, de la condensation, de l'ombre et régulièrement, en fait, vous allez capter l'humidité de l'air qui va vous attirer de la pluie en faisant une dépression. Et donc, en Espagne, c'est le grand chantier. Toute la SAU agricole, du nord au sud et d'est en ouest, doit retrouver un bocage cohérent où tous les arbres, tous les haies, tout le maillage se touche en permanence. Il va falloir supprimer les grands espaces sans végétaux. C'est un chantier ahurissant qui vous prendra toute une génération et que la politique doit démarrer rapidement. Sinon, vous allez aller dans la désertification et vous ne pourrez pas remettre de la pluie. Alors, quand on démarre, on a le droit d'irriguer, hein. C'est pas très grave, mais il faut irriguer les arbres et un tout petit peu les cultures et surtout couvrir en plein été. On a une plante extraordinaire qui pourrait nous aider à aller vite, c'est la vigne parce que la vigne, elle est consommée par les vaches qui adorent ça, hein. Donc, parce que c'est une liane et que c'est une liane qui résiste aux conditions très sèches, à condition de prendre une vigne que vous ne taillez pas, une vigne vierge, et vous la laissez filer. C'est déjà un premier pas.
On peut aussi mettre des copeaux broyés directement par terre et on se rend compte que dans les copeaux broyés, il y a un érable ici qui a poussé tout seul. On appelle ça une régénération naturelle avec du BRF. Elle est assistée parce qu'en fait, on apporte, nous, en tant qu'agriculteurs, le BRF et on fait un gros andin de bois, c'est-à-dire 1 mètre de large sur 20 centimètres d'épaisseur. Et dans ce paquet de plaquettes de bois, il va commencer à y pousser des arbres sauvages. Ici, vous avez un chêne. Alors, il pousse du chien-dent, il pousse de l'herbe, il pousse aussi, ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du liseron, mais c'est pas grave, on laisse pousser. Et à un moment donné, il arrive un noisetier, il arrive un érable. Ces arbres, ils sont dans 1 mètre quasi côte à côte. Vous n'avez pas besoin de planter. Et en fait, si vous les maîtrisez un peu, ben, ils vont pousser tout seuls. Quelques-uns vont être mangés, mais globalement, c'est ce qui va pousser le mieux. On sait que la vigne, c'est quelque chose d'intéressant. Pareil, elle fait partie du dispositif. Les vignes, elles sont plus ou moins serrées en France, mais on a commencé à les végétaliser en plein hiver. Ici, vous avez de la févrole qui a été semée entre les rangs. On commence à y planter des arbres au milieu pour avoir de la hauteur et quelque chose de très bas avec le couvert et finalement une vigne qui est intermédiaire. Donc, on fait de la variabilité dans la hauteur du végétal. L'idée, c'est de créer de la diversité et c'est de créer d'un paillage par terre, en fait, réellement. Donc ici, vous avez sur le même champ les 3 photos. On sème un mélange céréalier avec des févroles à l'automne, le 6 septembre, et le 10 janvier, voilà, donc à peu près 4 mois après, ben voilà, on a une dominante de légumineuses qui s'est mise en place dans le vignoble. Et ici, je suis en Champagne parce que je coupe très très court et je suis très serré. Autre débat pour revégétaliser dans la vigne, on s'est rendu compte qu'on allait mettre à profit d'autres plantes qui s'appellent du lierre, parce que le lierre, il va faire beaucoup de fraîcheur. Cette plante ici, cette feuille de lierre, elle a 15 degrés de moins que cette feuille ici. Et donc, si vous mettez au pied des arbustes, au pied des vignes, un lierre qui est rampant et non grimpant, parce que ça existe, c'est un lierre qui a un brevet en France qui s'appelle le lierre Bellecour. Eh bien, en fait, vous allez faire du froid ici avec quelque chose qui se développe comme avec des rhizomes sur le sol. Donc, vous allez faire des branches de cellulose et de bois sur la terre. Et quand les feuilles et le lierre va se renouveler sur lui-même, au bout de 2, 3 ans, vous allez créer une litière qui a la capacité de condenser de l'eau et qui, en se faisant consommer par l'activité biologique, va vous redonner 600 litres d'eau par tonne de débris qui arrive au sol. Donc ça va être colossal. Et donc on a commencé à voir que au pied de ces lierres-là, ben, le sol est plus humide, il est plus froid, il est plus frais et les plantes poussent bien. Et en plus, ça fait désherbage. Et on a commencé à comprendre que pour désherber, il va falloir anerber le sol et faire des projets avec les végétaux. Donc, ce lierre Bellecour, je vous ai mis le contact en France, si ça vous intéresse. On en a dans les villes, on en a déjà mis un petit peu partout. Si vous le surveillez bien, il y en a sûrement en Espagne aussi. Ça a un brevet, donc on passe par le revendeur pour en avoir. Et puis finalement, on fait aussi ça avec les arbres fruitiers. Donc en Espagne, vous avez des fruits, vous avez des amandes, vous avez des olives, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre toujours des déchets de paille au sol. Donc ici, on vous montre un céréalier qui cultive du blé dans de la luzerne. Et la luzerne, elle va pousser en plein été pour faire de l'évaporation, de la verdure et du froid en plein été après la céréale. C'est pour éviter les canicules, justement. Et donc, on garde les mêmes systèmes pour faire de l'arbre. Et l'arbre, en fait, il faut comprendre qu'il est dans un système privilégié. L'arbre, en fait, il va créer sur le sol beaucoup d'ombre et beaucoup de litière. Et la litière, en fait, d'un arbre, la paille, les feuilles mortes, l'herbe qui pourrait pousser au pied, c'est un amortisseur des gouttes de pluie. C'est un papier buvard qui va capter vraiment correctement l'eau et qui va humecter et le diffuser tranquillement dans le sol. Donc ça, c'est pour l'eau de pluie. Et exactement la même chose pour la biodégradation par la biologie qui va humecter le sol en dégradant la paille.
Donc l'arbre, il a un avantage et les fruitiers plus que les autres. Alors, je vous ai remis ici, pour rappel, la structure de la motte de terre et la réserve utile. On va vous montrer les mycorhizes. Donc là, vous avez des radicelles vues au microscope électronique parce qu'à l'œil, vous ne les voyez plus. Et au microscope électronique, on voit les petits duvets qu'il y a là. C'est comme des petits cheveux, des filaments. Ce sont des mycorhizes qui vous permettent en fait d'aller chercher l'eau dans la solution du sol, hein. Voilà, dans des endroits très très fins, dans la porosité qui est enrobée de M, hein, qui est par les biofilms des bactéries lactiques. Et là, vous pouvez aller chercher des nutriments, etc. Et comment ça se passe? Et en fait, la plante va chercher de l'eau et des nutriments, elle va assoiffer les bactéries et les êtres vivants qui ont besoin de cette eau pour vivre, hein. Donc, en fait, on va prendre cette réserve utile, là, tout simplement. Et donc, la plante, en règle générale, quand elle prend les minéraux et l'eau et qu'elle assoiffe la biologie dans ces agrégats qui sont anaérobies, elle va réinjecter de la rhizodéposition, des sucres, etc., de la sève élaborée pour nourrir justement ce microbiote sur lequel finalement elle va s'abreuver. Et donc, c'est une symbiose, c'est un échange équitable de nutriments. Donc voilà ce que va faire les plantes grâce à ces mycorhizes. La vigne est mycorhizée, les arbres fruitiers sont mycorhizés et donc ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps en cas de stress, à la seule condition que le sol soit couvert et que le soleil ne dessèche pas la terre. Alors je vous ai remis ça et du coup le système du sol, il va fonctionner comme ça. On a commencé à faire nos bilans humiques positifs. On dit, je veux de l'humus dans le sol. Et donc, on se rend compte que les agriculteurs, ils vont travailler avec les céréales ou avec de la prairie. Et en fait, si jamais je fais du maïs en silage, que j'ensile le maïs et que je ne laisse rien au sol, eh bien, le sol, il va avoir une ration, il va avoir à manger de à peine 6, 7 tonnes de matière sèche à l'hectare entre la racine et la déposition des sucres par les racines. Si maintenant je reprends 2 cultures par an, c'est-à-dire un maïs grain en plein été qui ferait 8 tonnes et un couvert végétal d'hiver qui ferait aussi 8 tonnes, je pourrais exporter 8 et 8, 16 tonnes. Alors là, il me faut de l'irrigation en Espagne pour faire ça. Mais le sol, je vais laisser la paille du maïs, la racine du maïs, la rhizodéposition du maïs, plus la rhizodéposition et les racines de mon métail, de mon couvert d'hiver, et je peux monter à 20 tonnes de matière sèche si j'ai récolté mes 16 tonnes, 8 tonnes de grains et 8 tonnes de biomasse. Une prairie à 10 tonnes, voilà comment à 6 tonnes, voilà comment elle fonctionne. Elle a déjà fait 10 tonnes de racines. C'est 60% de son rendement dans le sol. C'est déjà pas mal. Et si vous augmentez la productivité parce que vous avez mis du soufre correctement, vous avez mis des oligos correctement, etc., et que vous avez récupéré votre analyse de sol et équilibré les minéraux, eh bien, à un moment donné, vos légumineuses, si vous mettez plus de légumineuses dans le système, ça poussera mieux parce que c'est des plantes qui adorent la chaleur. Et si vous augmentez le rendement de la prairie à 14 tonnes de matière sèche, vous avez une ration du sol qui fait aussi 20 tonnes de matière sèche. Et donc, entre les deux, vous avez énormément d'écarts et de différences. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même raisonnement et résultat environnemental sur l'eau, sur le cycle de la biologie, avec un maïs en silage ou un maïs grain avec un couvert végétal. Et donc, on voit bien que les bilans humiques, il faudra les gérer correctement jusqu'au bout. Autre débat que les agriculteurs ne savent pas trop, c'est plus vous avez de la densité végétale, plus vous allez piéger du CO2 qui vient de la photosynthèse dans votre système végétal aérien. Le sol, il est riche de 2 à 5% de CO2 qui pourrait sortir du sol avec l'activité biologique. Et plus vous avez de végétaux, plus vous allez piéger de CO2 avec les végétaux. Alors ça marche comme ça, hein. C'est-à-dire dans l'atmosphère, on est pauvre en CO2, on a beaucoup de végétaux sur le sol, hein. Et donc, du coup, on va concentrer du CO2, on va doubler quasi le taux de CO2 avec de la haute densité végétale.
Et les racines, enfin, l'activité biologique des feuilles est capable de récupérer ça, d'augmenter la photosynthèse, et les plantes poussent mieux quand elles sont semées à haute densité, tout simplement. Et ça, c'est plutôt très intéressant parce que finalement, plus vous semez assez épais, plus les plantes poussent vite, mieux elles fixent de la biomasse, du sucre, etc., plus vous pouvez en laisser au sol. Pour les systèmes racinaires, on voit bien que quand on bouture, ici, on a fait un sarment de vigne, on bouture et on fait des belles racines. Et on se rend compte que ça va nous servir énormément pour les arbres, les vergers, les vignes. Donc, on regarde qu'est-ce que c'est qu'une création racinaire faite par bouturage. Donc, les racines sont équilibrées, elles partent à tous les niveaux. Et puis, à un moment donné, elles vont être déjà capables d'aller prospecter le sol puisque c'est ce que nous disent les racines quand on les laisse faire, hein. Et finalement, on se rend compte que le sol, il faut à tout prix le fissurer, le décompacter, si on veut que les racines se développent. Et ici, on fait des essais où on fait pousser des racines dans des sols compactés, tout simplement. Donc la partie blanche où il n'y a pas de racines, dans les deux photos, ce sont des parties. Ici, c'est des racines de maïs et là, des racines d'orge. On compacte le sol par zone, on fait pousser une plante et on se rend compte que dans les sols compactés, la plante ne fait pas de radicelle, ne fait pas beaucoup de racines comparé à des sols non compactés. Donc il est impératif de démarrer par la décompaction des sols, hein, les niveler, on décompacte avec une dent droite, on nivelle, on sème un couvert végétal, on envoie des EM, puis en fait on équilibre la fertilisation, on envoie du soufre et les racines dans un sol fissurés en bon état peuvent recoloniser la totalité du milieu. S'il y a de la compaction, ça ne se passe pas bien et elles seront mal nourries. Donc on voit que notre sol, il a un rôle important à jouer dans l'approche de matière organique. Et donc, nous, on regarde les pratiques agricoles et on voit que ben, ici, par exemple, on cultive des rosiers, ils sont chétifs, ils poussent pas bien, ils sont plutôt moches dans des cultures traditionnelles. Et donc, on va changer un petit peu les pratiques de cet agriculteur-là. On va arrêter de travailler les sols et on va lui faire des expériences. Alors, jusqu'où on peut aller, hein, eh ben, ça, ce sont des photos qui viennent d'Espagne. Hein. J'ai pris ça en Castille et Léon. Et on se rend compte que quand les champs sont nus en pleine sécheresse et qu'on n'y touche pas, parce que ça fait partie d'expériences que je mène avec vous autres en Espagne, eh bien, il va pousser des mauvaises herbes. Ici, c'est du chardon. Et on voit que là, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de pluie. Et donc, ce n'est pas un problème d'eau, c'est un problème de sol. Et on voit que les mauvaises herbes pourraient être d'excellentes plantes qui nous aident pour les sols, tout simplement. Alors ici, vous avez une morelle, là, vous avez une menthe poivrée, ici, vous en avez d'autres. Alors, il faudrait regarder un petit peu plus dans le détail. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en pleine sécheresse espagnole, en Castille et du Léon, eh bien, il y a des plantes qui poussent. Et donc, ce n'est pas un problème d'eau, c'est un problème de mauvaise gestion des systèmes agricoles. Parce que quand on zoome sur le sol nu, entre les plantes, on voit qu'il n'y a pas tout de la compaction et de la battance, c'est généralisé. Il y a tellement peu de terre qu'on a lavé les cailloux quand il pleut, et ensuite on n'a plus rien qui pousse parce qu'on a érodé complètement les sols, et ça en plein soleil, ben, ça fait de la canicule. Et donc, on s'est posé la question où est-ce qu'on voulait aller, comment on allait gérer, etc. Et donc, on sait que on va commencer à gérer les jardiniers. Voilà, on fait des planches avec des composts, du BRF, du paillage, on remet du haut et du bas, on remélange. On fait ça avec les maraîchers. On a commencé à cultiver de l'amarante. Je fais ça avec la vachereuse. Ici, vous avez une amarante, c'est 30 jours sans pluie, semée en plein été, en pleine sécheresse. Donc on voit qu'on va améliorer un petit peu les semis, on va travailler encore un peu, mais bon, finalement, on a beaucoup d'espoir pour faire revenir de la matière organique. Chez les maraîchers MSV, on remet de la matière organique partout pour que ça pousse. Et ça pousse vraiment très bien. Et puis finalement, on a des pépinières, on va planter des petits fruits. Ici, c'est des cassis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va restaurer du sol. Donc il a un couvert végétal, on va le broyer et on commence en août 2022.
Ensuite, on va chercher du déchet vert avec des produits non compostés, c'est-à-dire un déchet vert broyé frais, hein, et puis on va l'étaler sur le champ. Voilà. On en met une très grosse couche, jusqu'à 5 cm de déchets verts, parce qu'on sait que ça va nous amener de l'eau sans irriguer et ça va nous créer de l'humidité. Donc finalement, ici, pour améliorer le système, on va le mélanger au sol. Alors on va faire le dernier travail du sol de la pépinière et après on va niveler, hein. Et puis maintenant, on nivelle, on plante, ici, on va planter nos cassis. Voilà. Et on va semer un engrais vert entre les rangs, hein, une plante, un couvert végétal. L'idée, on fait ça à l'automne, hein, enfin, on est en octobre 2022, pour ne plus jamais avoir de sol nu en plein été. Et puis, ça y est, on a planté là, à travers la bâche les cassis, hein, et les groseilles, et on va mettre un couvert végétal, ici des feuverolles et des graminées, à pousser entre les rangs. Donc voilà ce que ça fait au printemps, hein. Là, je suis au mois de mars 2023 et on se rend compte qu'on va pouvoir mener une culture comme ça en toute sérénité, c'est-à-dire, eh ben, est-ce qu'il va y avoir de la concurrence ou pas? Et puis en fait, ce qui nous intéresse, c'est le microclimat de la parcelle. On fait quelque chose de petit, quelque chose qui va monter, on fait de l'irrégularité. En fait, l'idée, c'est de faire de la photosynthèse, faire du froid et capter l'eau par la rosée et la dépression. Et là, on a le système qui s'est mis en place quelque part. Donc, c'est plutôt intéressant, hein. Et alors, les fils que vous voyez, c'est une protection anti-sanglier, là, pour pas que les sangliers rentrent dans la parcelle. Et globalement, nos plantations poussent à l'ombre de févrole. Et puis ça doit être des radis ou de la moutarde, là, ce qui est jaune. Donc, on continue à laisser pousser parce qu'en fait, on sait que plus la plante pousse, plus elle fait de la production de matière organique et puis finalement, plus elle va faire de racines. La pépinière, elle est peut-être pas toujours en forme, mais c'est pas très grave, elle va y arriver. Et puis là, à partir du mois de mai, tout est bien en fleurs. On va se prendre une décision. Euh, Ma petite plantation va peut-être un petit peu souffrir, donc il va falloir qu'on baisse le végétal, hein. Mais ce que l'on sait, c'est qu'entre le haut et le bas ici, on fait de la rosée. Et finalement, ça aide nos plants à rester dans l'humidité, à pousser. On a remis de la matière organique énormément dans le sol et la biologie est en train de dégrader tout ça et de produire de l'eau dans le sol, en fait. Donc du coup, allez hop, on va coucher les plantes là, on va commencer. Donc c'est de l'apprentissage. Donc ils vont faire ça à la main, hein, avec un rouleau et ils vont passer plusieurs fois pour réduire, pour faire une litière de matière organique qui doit se décomposer au sol et laisser la lumière pour que les plantations qui sont ici toutes jaunes, qui commencent à être en difficulté, puissent refaire de la photosynthèse et pousser en toute sérénité. Et donc voilà, maintenant on est un mois après ou un mois et demi après, ben, on voit bien que ça s'est dégradé. Ici on a fait un, comment dire, un broyage très grossier à 10 cm de haut pour mettre la paille plus rapidement au sol et contrôler un petit peu mieux la graminée. Et on voit que nos plantations poussent parfaitement bien, qu'il n'y a pas de problème de stress, il n'y a pas besoin d'irriguer et tout va plutôt pas mal. On a quelques plants qui souffrent un peu, mais globalement dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal. Donc, à la limite, on pourrait se demander si un tout petit peu de fertilisation foliaire n'aurait pas été adapté, notamment avec des acides aminés sur cette approche-là. Donc ici, on continue, hein. Donc on regarde les différentes planches. Donc on n'a pas les mêmes plans. Ici, je crois que c'est de la groseille, hein. Et ici, c'est le cassis, hein, qui est un petit peu différent, qui a un port un petit peu plus dressé, mais qui finalement se porte relativement bien. On voit que les jeunes pousses sont en place, les vieilles feuilles sont bien là, il n'y a pas de maladie et ça va plutôt pas mal. Et quand on regarde sur le sol, c'est plutôt humide, ça se dégrade, on voit que ça noircit. Donc, il va y avoir récupération de l'eau, biodégradation, et on va avoir ici le petit duvet blanc qu'on voit arriver, eh bien, c'est les champignons qui se mettent en place. Et donc, tout le système biologique se met en place pour finalement gérer correctement la biologie, l'eau, les nutriments.
Voilà. Et puis après, ce que l'on fait attention, nous, quand on fait ce genre de choses, il arrive des adventices, du Reira par exemple, qui s'est mis entre les rangs. Ben là, vous avez le droit de garder en fait mais un broyage toujours assez haut, toujours à 10 centimètres de haut pour mieux gérer les sols. Donc voilà un petit peu le système et on fait la même chose dans de l'arboriculture. Donc là, c'est une plantation avec couverts végétaux. Donc c'est des pommes ici, hein. Du coup, tant que la plantation est jeune, on sème énormément de couverts pour avoir tous les bénéfices des litières et des plantes. Et puis finalement, voilà à quoi ressemblent les pommiers, hein. Aujourd'hui, on les enherbe complètement. Quand la phase de croissance des jeunes arbres est terminée, on peut mettre des plantes différentes au pied des arbres, entre les arbres, etc. Et c'est le premier verger que j'ai à Pomme Évasion ici, qui est dans une démarche zéro phyto, hein, globalement. Et donc, ça va ressembler à ça quand le verger est adulte, c'est-à-dire qu'on laisse pousser de l'herbe et au pied des arbres, on sème du lin oléagineux pour faire des fleurs, pour faire des couvre-sols pas très hauts, qui sont très, très, très efficaces dans la gestion globale de l'écosystème avec peu de maladies et peu de problèmes aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, c'est-à-dire qu'on revient systématiquement à une équation de fertilité. Voilà comment on peut dessiner une plante. La plante, elle va capter l'eau, la lumière, etc. dans l'air et puis elle a le CO2. Elle va faire de la photosynthèse. Donc la plante, elle a des feuilles, elle a de la litière, elle a de la matière organique qu'elle produit au sol avec sa litière et elle a des racines dans le sol. Le sol va être une réserve utile en eau qui vient en partie de la litière et en autre partie avec le cyclage de l'eau. Et la plante, elle a besoin d'eau pour pousser au-dessus. Et en fait, on voit que cette construction du sol maison, il faut qu'elle soit complètement bien organisée sur le modèle du végétal. Et si vous avez l'activité biologique dans le sol, eh bien, c'est l'activité biologique qui permet le cyclage des nutriments, de l'eau, etc., qui fait que votre plante pousse toute seule. Et donc, je vous ai mis l'équation de la fertilité. Plus vous amenez de nourriture au sol, plus il y a d'êtres vivants dans des habitats, des maisons en bon état, plus vous aurez de l'eau et des minéraux disponibles pour faire pousser les plantes. Et en fait, c'est ce qu'on fait ici. Vous avez une photo de l'amarante qu'on cultive en plein Tarn, 60 jours sans pluie, et on voit qu'on peut cultiver des plantes sans eau pour faire de la matière organique, pour aller dans ce projet de fertilité des sols. Et donc, pour terminer un petit peu cet exposé, je vous rappellerai que la conclusion, c'est que vous allez faire de l'agroécologie demain. Que veut dire l'agroécologie? Ben, l'agroécologie, c'est une agriculture qui s'intéresse au champ du paysan, hein. Agro, ça veut dire aguerre, agros, le champ. Éco, c'est oikos, la maison. Donc, votre champ, c'est une maison. Et la dernière syllabe, le logis, de agroécologie, c'est la science, c'est la connaissance, c'est le logos des Grecs. Et en fait, quand vous allez appliquer de la connaissance et de la compétence de la science pour faire fonctionner votre champ maison qui doit être couvert en permanence d'une plante vivante et morte en même temps, eh bien, vous allez pouvoir faire pousser les plantes toutes seules de mieux en mieux et recycler les nutriments, l'eau, etc., et supprimer toutes les pollutions agricoles. Voilà, je vous remercie et voilà, on pourrait passer à tout un tas de questions, hein, mais je reviendrai pour une séance de questions avec votre classe très bientôt.